L'épisode qui va suivre est un super épisode. Comme beaucoup d'épisodes in Power, je l'espère. Peut-être que vous avez déjà écouté d'autres épisodes et peut-être que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Je sais qu'on n'y pense pas toujours, mais ça prend que quelques secondes et ça peut vraiment soutenir le podcast. Donc si jamais, juste avant de commencer, vous pouvez là appuyer sur le bouton s'abonner sur la plateforme que vous utilisez. Ça ne coûte rien, mais ça peut vraiment faire la différence. Donc par avance, un grand merci à toutes celles et ceux qui prendront le temps de s'abonner et de soutenir le podcast. Bonne écoute! Bonjour Lise. Bonjour. En fait, on va faire une intro très rapide parce qu'on était en train de parler et tu nous racontais déjà tellement de choses intéressantes que je me suis dit, on va y aller. Donc bon, pour celles et ceux qui n'ont pas écouté les épisodes précédents, nous sommes dans la spéciale Top Chef où je reçois chaque semaine des candidats de cette saison, des candidats des années précédentes, des chefs du jury. Et on accueille du coup Lise qui est candidate cette saison. Lise, on va commencer direct, après tu vas nous dire qui t'es. Mais on sait que déjà tu cuisines, c'est ça qui est important. Et t'étais en train de nous dire que pour toi Top Chef c'était chaud parce que t'avais encore les services au restaurant. Ouais, en fait, alors du coup je donne des conseils à tous ceux qui veulent le faire, il faut pas avoir de restaurant en même temps. Ok. Voilà. Ok. Et non, toi, ouais, moi j'avais. Non, déjà, en fait, moi, je suis un peu un naïf, c'est pas le mot, mais si, j'ai été. En fait, je connaissais pas Top Chef, j'avais jamais regardé, je connaissais pas l'engagement que ça demandait. Je l'ai un peu fait parce que ils me l'ont souvent proposé. Et là, ça faisait 5 ans que j'avais le resto, j'étais un peu dans une. Tu voulais de la nouveauté. Ouais, voilà. Curieuse. Donc je l'ai fait, mais je me suis pas bien préparée. Et en l'occurrence, ouais, j'avais 5 services au resto, plus je me suis coupé la main au premier épisode, donc j'étais sous codéine tout le tournage. Genre pour tenir, parce que du coup j'étais en 7 Ah oui, premier épisode. Oui, première seconde. Et coupé vénère. Ouais. On a dû... 5 points de suture, ligament de la main droite, machin. Or, du coup, j'ai quand même 5 services à faire au resto, plus Top Chef. Du coup, c'est ce que je te racontais, je suis trop dans la glissade. Dans le premier bêtisier, il passe un truc où on est avec Clotaire, il est tard, enfin tu vois, on se marre dans le couloir en attendant une... Tu sais, ils font des interviews croisées là. Et j'ai lâché un sale truc. Enfin, pas un sale truc, mais le mec il dit « Ah, c'est quoi la plus grande qualité de Clotaire ?» Il dit « Son zizi » et ils le mettent. Je l'ai vu, j'ai tout de suite pensé à ma mère, et là je me suis dit « Waouh !» Ah ouais, JPP. Trahison. Ouais. Mais en fait, c'est là où la télé, ils sont assez forts, c'est qu'ils te poussent, ils te mettent dans des conditions. Non, mais moi, jamais de ma vie. Les caméras, tu vois. Je me dis jamais, ils vont mettre ça. Après, ouais, je suis naïve aussi, moi. C'est un humour de merde. Après, bon, c'est le niveau zéro. En fait, limite, ce qui va, c'est qu'on comprend que c'est de l'humour. Moi, je trouve que dans Top Chef, mes potes qui me connaissent, ma famille, machin, tout le monde sait que je suis en blague constante. Mais je trouve qu'à la télé, ça, parfois, les gens captent pas. Et vu que j'ai découvert un monde, du coup, le monde du réseau social et le monde des commentaires et tout, et les gens sont un peu premier degré, parfois. Oui, c'est vrai, les gens aiment bien prendre... Après, les gens de la rue, pas du tout. En vrai, par contre, ça, c'est trop drôle. J'avais jamais vécu ça. Mais du coup, tu sais, les gens, ils t'arrêtent, sont trop sympas. Après, moi, j'ai un resto, donc les gens, ils viennent au resto. Et du coup, ils me disent, ah, les tournages, machin. Et eux... de toute façon, s'ils viennent au resto, déjà, c'est qu'ils ont décidé de bien m'aimer, mais... C'est sûr. Comment ça se fait que ce soit grâce à Top Chef que tu as découvert les réseaux sociaux? T'es de quelle année? En fait, je suis de 91. Mon Internet, chez moi, ça arrive. Je suis au lycée déjà, tu vois. Mais après, comme tous les gens de cette génération-là, moi, j'ai grandi sans Internet, j'ai grandi sans les écrans parce que, va jouer dehors. Et enfin, t'avais la télé quand même, hein. J'avais la télé, mais mon père travaillait à la télé, donc j'avais pas beaucoup le droit de la regarder. Ah. Parce que... Il se rendait compte des méfaits. Ouais, et puis après, j'ai une sœur, j'ai grandi dans un endroit où on était plein de gosses. Du coup, c'était vachement bon, vas-y, va dehors, et puis on jouait avec ce qu'on avait et à tout. T'as grandi où? J'ai grandi en banlieue parisienne et en Corrèze. Enfin, en fait, mes grands-parents sont paysans en Corrèze et mes 2 parents travaillent. Du coup, toutes mes vacances, je les ai passées à la ferme. Et sinon, j'ai grandi à Marly-le-Roi, en banlieue parisienne. Pourquoi tu choisis de faire des maths? Alors, je choisis pas vraiment de faire des maths. Enfin, j'ai toujours été une bonne élève avec des petits problèmes de discipline, mais... Genre, ouais, t'avais des déraisons de comportement. Moi, j'ai jamais eu... Ouais, moi, j'ai toujours eu ça. Moi aussi, mes parents, ils m'ont fumé fumé toute ma vie à cause de ça. Ouais. C'est quoi le plus lourd que t'aies pris? Blâme, lycée. Blâme, donc t'es renvoyé refus à quelques jours, d'autorité, ouais. Et du coup, après, c'est l'histoire de ma vie. Qu'est-ce que t'avais fait? J'ouvre trop ma bouche. Ok, non mais... Je vis trop pour la blague. Ok. Je vis trop pour l'humour. Cet après-midi, on enregistre avec Ahmed Silla. C'est vrai? Ouais. J'adore ce mec. Je lui dirais. Et j'ai vu sa sortie sur Click sur le vivre ensemble. Le mec a fait une sortie et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu quelqu'un dire quelque chose d'aussi pertinent sur le vivre ensemble et sur le fait que les gens peuvent grandir ensemble, peuvent s'aimer, qu'on peut vivre ensemble. Il parle du drapeau de la... Et j'aime beaucoup ce mec. Moi, évidemment, et c'est trop bien que ce soit porté par quelqu'un de racisé, ce discours-là. Il parle du drapeau français et du fait que certains partis d'extrême
se sont appropriés à tort parce que le patriotisme. En fait, oui, voilà, mais parce qu'à tort, parce qu'en fait, ce drapeau, il peut appartenir à tout le monde et justement, ça peut être une fierté pour tout le monde et sous différentes formes. Enfin, il le dit bien mieux que moi. Il a dû beaucoup plus mûrir ce sujet-là que moi, évidemment, parce qu'on n'a pas du tout été confrontés, j'imagine, aux mêmes problèmes dans notre enfance. Mais j'adore ce mec et je force. Souvent, on est drôle parce qu'on essaye de cacher des blessures ou parce qu'on a souffert. Ouais. Est-ce que c'est ton cas ? C'est vrai que c'est un bon moyen de se protéger, l'humour. Quand est-ce que tu as commencé à développer ce mécanisme un peu de... Naissance. D'accord. Ouais, donc il y a une vraie partie innée, quoi. Non, mais après, oui, voilà. Moi, je suis une personne... ça sert à rien de se cacher. Je suis une personne très forte, très dure. Et en même temps, pourquoi je suis comme ça ? Parce que je suis trop sensible. Donc, je construis la carapace qui fait que, tu vois. Okay. Du coup, je suis comme ça me rend imbrisable. Et en même temps, c'est trop bien. Et l'humour, c'est une façon hyper positive d'être ferme avec le reste du monde tout en étant sans aucune violence, tu vois. Enfin, l'humour, c'est forcément smooth. Après, il y a des gens qui sont un peu acides, etc. On peut discuter, évidemment, il y a eu 1000 polémiques à propos de certaines blagues. Mais je pense qu'en tout cas, dans le rapport humain quotidien, le fait de... Tu vois, moi, j'ai un resto, donc... Je suis dans la pédagogie, évidemment, parce que j'ai du personnel, etc. Et parfois, évidemment, la pédagogie, c'est répété, tu vois. Mais en fait, si tu commences à répéter toute la journée, mec, je t'ai déjà dit qu'on taillait pas le truc comme ça, machin, tu vas le dire une fois, 2 fois, 3 fois, tu vas t'agacer. Tandis que si, en fait, tu fais une blague, le mec, t'as plus qu'à lui refaire la blague et ah putain, oui, c'est vrai. Et hop, ça passe, et c'est beaucoup plus smooth, et ça crée pas une mauvaise ambiance à ce moment-là, et en même temps, tu fais passer ton message, et le mec, il va pas avoir envie. Du coup, on est dans un truc positif, et du coup, il va pas avoir envie de refaire l'erreur. Enfin, je sais pas, il y a un truc cool. Ouais, l'humour, c'est un bon conseil de management, quoi. Dans 90% des cas, l'humour est une bonne solution. Après, il y a des sujets très graves, et là, il faut prendre de la hauteur, et prendre... Voilà, il y a des sujets qui permettent pas l'humour, mais toi ça t'aide au quotidien dans le travail, que, tu vois, quoi. genre moi franchement j'ai un père qui a vécu le pauvre 1000 trucs horribles et c'est le mec le plus drôle que je connaisse et tu vois et tout ce qu'il affronte, il l'affronte avec des blagues et en fait du coup cool. Ça aide tout. Et puis même ça aide les autres aussi, tu vois, ça enlève un poids aux autres. Enfin... Oui, un pathos qui parfois n'est pas nécessaire. Ouais, voilà, c'est ça. Pourquoi tu choisis les maths ? Pourquoi je choisis ? Waouh, je suis hyper forte parmi tes questions. Non, du coup, moi j'aime beaucoup la logique, j'aime beaucoup réfléchir, j'aime bien la pureté du raisonnement. J'aime bien me confronter à la logique, j'aime bien ces choses-là. À l'école, évidemment, je suis ultra bonne en maths. Maths spé à l'époque, je suis moins informée aujourd'hui, mais c'était, ça reste un peu une voie d'excellence. Et ça reste le truc où, à l'époque, il n'y a pas plus difficile. Quand tu sors du lycée, il n'y a pas plus difficile que c'est ce qui te mène après à Polytechnique C'est exactement, tu passes les concours de Polytechnique, tu passes les mines, centrales, toutes les grandes écoles d'ingénieur. Et j'ai 18 ans, même pas, j'ai 17 ans, et j'ai un peu j'ai envie de prouver, tu sais, à cet âge-là, t'as envie de prouver, t'as envie de dire, attends, moi je peux. Et du coup, voilà, et puis j'ai pas plus d'idées que ça, je fais beaucoup de voiles à ce moment-là, moi je veux devenir skipper. À ce moment-là, au moment où je prends cette décision-là, je veux devenir skipper, mais je suis encore mineur, la vie est longue, je sais que... Voilà, donc je me dis, ok, je vais faire des études, et puis mes parents, ils sont malin, il me laisse traîner dans l'oreille que tu vois tu peux faire de l'archi navale en même temps, c'est cool. Et en fait j'ai pas du tout envie de construire des bateaux, moi j'aime trop faire du bateau, partir sur la mer, j'aime l'aventure, j'aime pas et après une fois que tu rentres en prépa tu rentres dans un moule. C'est pas vrai parce que tu vois tu rentres surtout dans un espèce de rouleau compresseur qui te détruit pour te reconstruire. Mais du coup, à ce moment-là, tu peux te redevenir qui tu veux. Tu vois, Pourquoi ça t'a détruit ? Après, c'est un processus de management qui n'est pas le mien. Mais en fait, ils te mettent tout de suite en échec. Tout de suite. Les premiers DS de prépa, je connais personne qui a une bonne note à son premier DS de prépa. Premier DS de prépa, la moyenne, elle doit être à 4,5. Le mec, il dit à tout le monde que t'es une merde. Ok, boum, on est tous premiers de notre classe. On vient tous d'un an... Tout le monde est fort ici. Personne est mauvais en prépa. Personne rentre en maths sup sans être bon, tu vois. Donc, tout de suite, boum. Ok, pourquoi ? Moi, j'ai jamais travaillé sur des bonnes notes. Enfin, tu vois, genre, je suis ce genre de meuf. Là, du coup... remise en question. Pourquoi j'ai une bonne note, machin ? Et en fait, du coup, trop bien. Parce que remise en question, tu te pousses, tu te dépasses, tu vas loin. Et en vrai, moi, la prépa, je fais pas de maths aujourd'hui, mais j'en referai peut-être un jour, on sait pas. Mais ça m'a donné un mental qui est sain, qui est en effet la remise en question perpétuelle. En fait, t'es constamment challengé, donc t'es obligé de faire des erreurs. Enfin, après, il y a des génies, mais je ne suis pas un génie, donc moi, je faisais plein d'erreurs. Et du coup, à chaque fois, t'es obligé de te remettre en question, à chaque fois, t'es obligé de pousser. Et en fait, ça force l'abnégation et ça force la pugnacité. Et je pense que c'est bien dans la vie d'être pugnace et de s'accrocher et de pas abandonner à la première... difficulté. Ouais. Parce que putain, il y en a des difficultés. Et tu termines ces 2 ans, 3 ans ? C'est 2 ans là, super. Qu'est-ce que tu fais ensuite ?
Du coup, je passe les concours, je les ai. C'était un deal entre mes parents et moi, donc je les passe. Et je démissionne de l'école d'ingénieur, donc je rentre jamais en école d'ingénieur. Et c'était terminé là, tu voulais le faire du bateau. Alors à ce moment-là, je faisais encore beaucoup de bateaux, mais en fait, en parallèle, en prépa, je bossais dans un resto. C'est là que ça arrive, la cuisine. Pourquoi ? Pour me faire de la thune, pour partir en vacances avec mes potes. Classique shit, quoi. Ouais. Et du coup, je bossais dans un resto, j'adorais. Quand t'es en prépa, tu t'arrives à 8h, après tu bosses, t'as des calls vers 20h, puis tu rebosses, et puis ta vie, en fait, c'est de faire que de travailler toute la journée. Et du coup, le seul moment où je kiffais, c'était ces services au resto où on se marrait, l'ambiance était ouf. Enfin, en fait, moi, au-delà de la cuisine, j'adore le restaurant, tu vois. J'adore l'ambiance qu'il y a, c'est le bordel. Il y a ce côté où t'es toujours un peu dans un théâtre avec les clients, il faut tenir, et en même temps, derrière, c'est le Bronx, tout le monde... Enfin, voilà. J'aimais bien cette folie-là. Et en même temps, du coup, je viens d'une famille de paysans, donc le produit, moi, ça a toujours été un truc, on fait à manger chez moi, il n'y a pas de plat préparé. Enfin, mes parents, c'est des oufs de ça, franchement. Ouais, pas de télé, pas de plat préparé, là, ils t'ont... Non, on avait le droit de regarder la télé, mais pas beaucoup, quoi. Enfin, ouais. Mais ils kiffent la bouffe, en fait. Vraiment, mes parents, c'est des kiffeurs. Des épicuriens, quoi. Ouais, vraiment. Du coup, il y avait vraiment ça et ils nous l'ont vraiment transmis. Pourquoi tu te dis pas, toi qui as cet esprit de compétition, on sent quand même, pourquoi tu te dis pas, allez, vas-y, je vais faire une des meilleures écoles d'ingénieurs de France et après, je ferai ce que je veux. Parce qu'en fait, à ce moment-là, je suis avec mes potes, on se marre, trop bien, mais je me projette pas forcément. Enfin, c'est très difficile, je trouve, quand t'es un adolescent de savoir. Là, tu vois, par exemple, j'ai un ado au resto qui est mon apprenti. Je l'ai rencontré, il avait 14 ans, il en a 17 aujourd'hui, il va bientôt éclore et voilà, il va passer le bac. Et en fait, c'est un âge où c'est trop dur de se projeter dans ce que sera ta vie d'adulte. Donc c'est très difficile de faire un choix, sauf si t'as vraiment... Enfin, moi, j'avais une passion, je faisais du bateau et tout, mais c'est quand même une passion qui engage beaucoup de sacrifices. Et je me posais beaucoup la question sur est-ce que je vais faire ça ? Tu vois, j'ai été un peu skipper dans le privé et tout. Et ça m'a pas plu d'être... en fait, t'es sur le bateau avec les gens qui se payent ça, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent. Du coup, t'es un peu vraiment dans une position un peu de serviteur, à domicile... Dans ton intimité, tu dors sur le même bateau, tu machin. Moi, ça m'a pas plu. Parce que skipper, c'est ceux qui emmènent en gros les personnes très riches en bateau. Après, tu peux faire le Vendée Globe, mais il faut être un putain de génie. Donc, j'ai reçu Alexa Barrier sur le podcast, si jamais ça t'intéresse. Voilà, Violette d'Orange. Si tu veux interviewer une meuf extraordinaire, Violette d'Orange, 22 ans, la meuf, elle fait la traversée de l'Atlantique à l'envers. Okay. Elle est très très chaude. Elle a un mental de dingue. Ouais. Moi, à 22 ans, j'avais pas sa maturité. C'est hyper impressionnant, le mental qu'ils arrivent à développer. Parce que là-bas, quand t'es sur ta coque de noix en plein milieu de l'Atlantique, il y a personne pour t'aider. Hein. Enfin, tu vois, genre, il y a pas... T'as beau prendre ton téléphone, il y a personne qui va venir dans les 10 minutes te filer un coup de main. Si t'es dans la mer, t'es dans la mer. Non, c'est des gens qui C'est des conditions auxquelles on n'est plus confronté. Hein. Ouais, mais c'est trop cool. Non, mais bien sûr. Après, c'est trop beau, et puis il y a l'océan, il y a la nature, enfin, il y a mille choses dans ce truc. Mais du coup, c'est hyper intéressant parce que tu fantasmais le fait d'être skipper, mais en le testant, ce qui est hyper important comme enseignement, tu réalises qu'en fait, ce n'est pas fait pour toi. J'adore le bateau et je fais toujours de la voile. Et j'étais monitrice de voile au Glénan, c'est une école de voile en Bretagne, et j'adore, et j'ai continué à adorer. Bon, après, maintenant, j'ai moins le temps de faire ça, mais je fais plus que du bateau loisir. Mais j'adore la voile, j'adore l'environnement, j'adore ça. Mais je me disais, du coup, la seule façon de professionnaliser ça, c'était de devenir skipper, parce qu'à un moment donné, il faut gagner sa vie. C'est malheureux, mais... Après, c'est la vie. Je joue beaucoup au loto, mais ça marche pas trop. Et c'était de devenir skipper. Et ce métier, faire ce métier-là, en effet, ça m'a pas plu. Du coup, j'ai continué à faire de la voile, mais différemment, tu vois, pour mon plaisir. Mais c'est marrant parce que pour être passé par cette phase où, en effet, tu sais pas exactement ce que tu veux faire, t'as des centres d'intérêt, mais c'est pas encore clairement défini. Ce qu'on entend souvent, c'est que justement, faire une école, que ce soit de commerce, d'ingénieur, de sciences sociales, en fait, ça te permet de, on va dire, repousser un peu l'échéance et du coup beaucoup de gens se disent ok, on va continuer, et d'ailleurs certains n'arrêtent presque jamais parce que voilà, au moins ça te permet de gagner du temps sur ce que tu veux faire. C'est ça que j'aime pas dans la vie, j'aime pas repousser. Parce qu'en fait, en effet, j'aurais pu faire ça et ça aurait été le rêve de mes parents. Hein, et que je repousse. On les embrasse. Ouais, les pauvres chats. Ils me disaient, mais non, mais tu passes ton diplôme d'ingénieur et puis après, tu feras ce que tu veux, machin. Oui, mais en fait, quand tu fais ça, tu rentres dans l'engrenage. Tu rentres dans le système, et puis après tu fais ton stage de fin d'études, et puis dans une boîte, et puis la boîte elle te propose un taf, et puis c'est un putain de salaire, donc en fait, et puis tous tes potes ils commencent à gagner de l'argent, donc t'as envie, et donc tu craques, et donc tu rentres dans un système, et au final tu te réveilles, t'as 40 piges, et puis t'as pas fait ce que tu voulais. Et t'avais cette conscience-là à 20 ans. Ah ouais, mais je l'ai même eu très tôt, ça. Même je pense qu'à 14 ans je savais déjà ça. Qu'il fallait faire très attention. Et j'ai mon meilleur ami, mon frère, enfin tu vois, qui d'ailleurs, on parlait de ça tout à l'heure, a fait une thèse de... Lui, complètement à continuer, il fait de la physique, il est passionné, enfin voilà, il fait de la physique des particules. Yay. Ouais. Ils en sont tous le neutrino stérile. Ce mec-là me rappelle souvent putain, oublie pas qui on était quand on avait 14 ans. Oublie pas la personne que t'étais, ce que tu voulais, tes rêves à ce moment-là. Ouais. C'est trop important. Parce que à ce moment-là, c'est un moment où t'es pur, t'es frais, tu vois,
T'as envie de bouffer la terre et en même temps, t'as des principes, t'es à fond. Et j'aime pas trop renier sur mes principes. Évidemment, par contre, j'ai appris le compromis. Mais je pense que c'est triste de s'oublier trop et de trop renier sur ses principes. Mais après, ça a été hyper dur. Hein. Quand je te dis ça, cette décision, j'ai mis 1 an à la prendre. Ça a été 1 an de discussion hyper intense avec mes parents, avec mon entourage, moi et moi-même. Même le soliloque, tu vois, qui avait à l'intérieur de moi était énorme. Enfin, c'était dur. Mais je pense que j'ai pris la bonne décision dans le sens où la cuisine, c'est un métier utile, moralement inattaquable. Parce qu'en plus, moi, j'étais trop bonne en maths. Donc, qu'est-ce que j'aurais fait ? Je serais rentrée à la SOG, j'aurais fait tu vois, des algos pour que les gars, vos taux à la banque soient plus élevés. Enfin... Le sens n'était pas tellement présent. Ouais, moi, je suis trop empreint de principes et de choses comme ça. J'aurais eu du mal. Donc ça, c'est l'année après tes 2 ans de prépa. Ouais. Tu prends 1 an off ou non, pendant pas du ta tout. deuxième année? Non, pendant que je passe, ça c'était trop drôle. Tu sais, quand tu passes les concours, donc t'as le premier concours, c'est les mines, après c'est Centrale, après c'est CCP, E3A. Du coup, t'as 2 épreuves de maths, la dernière le vendredi matin, et le vendredi après-midi, je pars à Ferrandi, qui est une école de cuisine, où je passe mon entretien pour rentrer en CAP cuisine. Et j'avais repoussé. Il m'avait convoqué à 9h30, j'avais appelé, j'avais dit, je suis désolée, mais en fait, j'ai la dernière épreuve de maths, machin. Et le mec m'avait dit, ok. J'arrive dans son bureau, il me dit, mais pourquoi... Je dis non, parce que moi, j'ai promis d'aller au bout, je vais au bout. Et du coup, bah non, mais par contre, ce que je veux vraiment faire, c'est ça, machin. J'avais déjà mon apprentissage chez Martinez. Et go, et non, et en septembre, je suis rentrée en CAP cuisine, et voilà. C'est combien de temps le CAP cuisine ? Enfin, tu sais, j'avais déjà un bac G et tout, donc c'est en 1 an. Pour les adultes, ils font un truc très court. Tu passes ton CAP en 1 an en apprentissage, et voilà. T'as pas de déception entre ce que tu t'imaginais de ce métier et la réalité ? Bah, je l'avais déjà fait, parce que je bossais dans un resto, donc j'avais déjà... Donc t'étais déjà aux cuisines ? Ouais, j'avais fait de la salle. J'ai commencé comme tout le monde, serveuse, machin, et j'avais adoré l'ambiance de la cuisine. J'avais demandé à passer en cuisine, j'avais déjà fait de la cuisine en resto. Bah, des déceptions, j'en ai eu plein, mais c'est pas sur la globalité de ce métier, c'est... Des cas isolés. Oui, des petits trucs. Bah, bien sûr, tout te plaît pas, mais dans tous les métiers, il y a des contraintes. Ouais. Tu t'es toujours dit que t'avais fait le bon choix, quoi. Ouais, après, c'est pas forcément un métier que je ferais toute ma vie. Parce que je trouve que faire 40 ans la même chose, c'est beaucoup. Ouais, c'est vrai. Mais là, ça fait longtemps maintenant, quand même. Ça fait... j'ai commencé, j'avais 20 ans, j'en ai 32, tu vois. Ouais. Et c'est cool, pour l'instant j'ai encore envie de le faire un peu. Et puis il y a eu 1000 choses au milieu de ces 12 ans et du coup... Il y a eu Top Chef l'année dernière. Et Top Chef, T'as attendu vraiment avant de le faire. Bah en fait il m'avait proposé plein de fois, mais moi j'ai ouvert mon resto il y a 5 ans. Et, il est où là, tu nous dis dans comme ça? Dans le 20e rue Saint-Blaise. Venez les gars, il s'appelle Sadarnac. Et bon bah j'ai traversé le Covid, machin, un truc. Enfin il y a eu plein de moments où je pouvais pas me libérer, où c'était pas du tout le bon moment pour moi. Et là bah c'était l'année où c'était possible et go quoi. Qu'est-ce que t'en as pensé? De Top Chef ? Ouais. Bah c'était marrant. Bah après moi j'étais hyper curieuse, je connaissais rien, j'avais même jamais regardé l'émission. C'était une grosse erreur, faut regarder l'émission avant de la faire. Putain, t'as même pas regardé mais un peu avant, pas genre... le temps. Enfin, tu sais, et je voulais, et en fait je m'étais prévu de le faire l'été. Je m'étais dit ok, parce que tu sais ils te recrutent avant l'été et tu tournes après l'été. Ouais. Et je m'étais dit ok, pendant mes vacances je vais faire ça. Puis tu vois il y a Joël Dicker quoi. Enfin, il y a Joël Dicker. Joël, arrête d'écrire. Joël, tu me déconcentres. Voilà, tu me fais rater Top Chef. Non, et du coup, j'avais regardé genre le premier épisode de l'année dernière, et voilà, mais c'était pas suffisant. C'était une connerie. C'était quoi le plus surprenant pour toi? Mais tout. Par contre, c'était trop cool. Enfin, genre, le truc de tarif sur un tournage. En plus, la première épreuve, elle se tourne dans un putain de jardin d'un château. Et du coup, on est dehors, et moi, la régie. Enfin, j'adore la logistique, j'adore l'organisation, ça me plaît. Enfin, j'ai vraiment du respect pour les gens qui savent faire rentrer ça dans ça, genre, tu vois. Et du coup, les mecs montent une cuisine en 10 minutes dans un jardin, bam, bam. Enfin, tu vois, toute la logistique, toutes les caméras, les techniciens, enfin c'est énorme Top Chef en vrai. Enfin moi j'avais jamais vécu ça. C'était trop intéressant. Ah bah c'est une des plus grosses émissions de télé française hein. Bon après du coup tout de suite j'interromps mon bonheur en me coupant une main mais genre franchement putain c'est fou ça. C'était con. Ça c'est une grosse connerie. Parce qu'en plus ça t'arrive pas souvent j'imagine. Mais me faire les ligaments de la main droite ça ne m'arrive jamais. Ouais. Et heureusement. Tu l'expliques par le stress. Non, mais en fait, tu sais, on tourne en octobre. On était dehors déjà, genre depuis 1 heure, en petite veste de cuisine, machin. Il fait hyper froid. On commence l'épreuve, genre je suis violette, tu vois. Et première épreuve, du coup, la mallette de couteau était neuve et du coup, il y avait encore le plastique sur les couteaux. Je prends dans la rapidité du truc, tout est inconnu, tout est différent. Bah voilà, je m'ouvre une main. C'est accident, les accidents, c'est bête. Ouais, les accidents, c'est vrai que c'est toujours y a pas bête et rageant, quoi. Ouais, sauf qu'après, bah ça a des conséquences énormes pour moi. Bah c'est clair. Parce que du coup, je fais l'épreuve. Ouais. Ça, c'est quand même fou, hein. Tu t'arrêtes pas et tu dis je veux continuer. T'as mal ? Dans ma tête, j'ai mal de ouf. Genre dans ma tête, genre j'ai envie de pleurer, c'est horrible. Mais en fait, je me dis, ok, donc je suis éliminée aujourd'hui, donc ta sortie, elle doit être digne.
Donc je me dis c'est mort déjà, tu pleures pas. Et du coup tu sais, t'as vu Guillaume et les garçons à table, le film ou pas, quand il dit pense à l'Angleterre. Et dans ma tête je me dis vas-y pense à l'Angleterre, Lise, pleure pas, tu vois, genre faut continuer. Du coup je sors un truc. Putain, par contre, dès qu'on lève les mains, l'infirmière, elle arrive, parce que c'est monté où l'infirmière, elle passe pendant, mais c'est après. Quand elle arrive et que je vois, et je me dis, putain, déjà, je sentais que je perdais du sang, tu sais, ça coulait, le mec, là, tu sais, il y a un journaliste qui te fait verbaliser en permanence, et le mec m'essuyait le sang, machin, moi, j'étais genre... Il y a des moments où je me suis posée, hein, parce que j'étais trop dans le mal. Bah, tu m'étonnes. J'ai fait des pauses dans l'épreuve où genre, vas-y, souffle, respiration, putain, la respiration. Ok. Machin, et ça se passe et je me dis bon bah voilà tu vas sortir aujourd'hui donc au moins t'auras été au bout quoi. C'est horrible d'abandonner, enfin tu vois, moi c'est vrai, je suis d'accord, j'aime pas l'abandon. Enfin, je suis d'accord, mais là, c'est vrai que ça a été presque surhumain. C'était dur. Franchement, j'en ai chié. Et après, dans l'après-midi, en fin d'après-midi, je pars à l'hôpital de la main. Parce que moi, j'avais insisté sur le fait que genre j'allais pas aux urgences du coin. Enfin, c'est ma main droite, je suis cuistot, je peux pas... Et je l'avais vu, moi, le truc blanc. Coupé. Donc je savais qu'il fallait quelqu'un de pro pour me refaire les... Et on part à l'hôpital de la main, ils ont été géniaux. L'hôpital de la main de Ponto Combo, les gars, merci beaucoup. Big up. Ouais, big up. Je savais même pas que l'hôpital de la main ça existait. J'espère ne jamais avoir y aller. À Paris, il y en a 2. Okay. Bah, tous les cuissots, ils connaissent l'hôpital de la main. Et à Paris, il y en a 2, mais vu qu'on n'était pas à Paris, genre on s'est renseigné et puis j'étais au plus près où on était et ils ont été formidables, franchement. Parce que moi, je suis arrivée, en plus, j'étais stressée, j'avais mal, j'étais fatiguée, on n'avait pas mangé, enfin... Y a rien j'ai vu l'infirmière, franchement, ça a été... Ma sœur est infirmière en plus, donc j'ai trop d'amour pour ces gens-là. Enfin, moi, le monde hospitalier, j'ai un respect immense. Et du coup, genre, tout de suite, c'est comme si ma mère était là et qu'elle me prenait dans les bras, tu vois. Genre, il y a eu un truc, ok, c'est bon, cool, je suis entre de bonnes mains. Ah, c'est fou. Ouais. Bon, du coup, t'es pas éliminé, on peut le dire, parce que c'est bien, plus on avance dans les semaines, plus on peut parler, parce qu'au début, on pouvait rien dire. C'était trop bien. Non, mais en plus, ce qui est trop cool, c'est que du coup, les 2 chefs me choisissent. Et là, il faut faire un choix. Et genre, j'avais même pas réfléchi à l'idée de faire un choix, tu vois. Genre... Donc, en arrivant à Top Chef, tu t'étais même pas posé la question de qui t'aimerais avoir comme chef. Parce que du coup, j'avais quand même regardé. J'avais regardé qui étaient les chefs. Ouais. Sauf qu'on savait pas qu'il y aurait Dominique Rennes et Stéphanie Leclerc. C'est vrai. Moi, dans ma tête, je m'étais dit Viel. Parce que gros poète, j'aime bien les gens comme ça qui prennent vachement de recul. Il est pas du tout dans la médiatisation. Il est vachement profond dans ses analyses. J'avais écouté des interviews de lui, je l'avais entendu parler et j'avais trouvé qu'il était intelligent dans sa démarche. Ça m'avait beaucoup plu. En l'occurrence, il est sur mon épreuve. Tu sais, il y avait 2 chefs par épreuve, machin. Il est sur mon épreuve avec Hélène Darroze. Et du coup, les 2 me choisissent. Et en fait, finalement, c'était séparé chef-fille contre chef-garçon. Ouais. Et t'aimes pas trop cette non-mixité. Non, j'aime pas trop. J'aime bien quand le monde est ouvert et mixte. Mais bon. Et du coup, en fait, c'est un non-choix. Genre, ils me choisissent tous les 2. Moi, j'ai envie d'aller à l'hôpital et du coup, je fais vite. Et je prends Viel, que j'adore. Mais avec le recul, peut-être que l'équipe des filles... Je sais pas, de toute façon, ça sert à rien de faire avec des si, tu mets pas... Oui, c'est sûr, c'est sûr. Surtout que vous ne saviez pas qu'en effet, ça allait être configuré de la sorte. Donc... Bah, au moment où on fait le choix, on sait, mais tu sais, genre, j'ai pas eu le temps d'intégrer voilà, ouais, non, j'ai pas eu le temps d'intégrer. Ça demande une réflexion presque stratégique. Bah, en fait, c'est sûr qu'un chef seul, c'est pas du tout la même chose que 3 chefs ensemble. Et qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter, quoi. Ouais, mais aussi, il y a aussi une dynamique entre eux. Et du coup, quelle dynamique tu vas choisir? Après, ça, de toute manière, j'aurais pas... En fait, c'est ça de regretter parce que je pouvais pas savoir avant de le vivre. Ouais, tout à fait. Avant même Top Chef, Stéphanie Leclerc, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Enfin, moi, je suis entrepreneur, donc forcément, Madame Leclerc, tu vois, la meuf... À l'époque où elle fait Top Chef, c'est pas vu comme aujourd'hui. Hein. À l'époque où elle fait Top Chef, les gens la critiquent de ouf. Elle est sous le feu des critiques et pour autant, elle se construit. Elle prend 2 étoiles au Saint James. Il se passe ce qui se passe au Saint James. Elle monte sa boîte. Elle a un mari qui est cuisinier. Hein. Son mari, il aurait pu dire on pourrait être chez ma classique, garde 50 filles. Et son mari, il aurait pu dire écoute, moi, je vais faire ma carrière. Et puis non, ils ont des gosses. Machin. La meuf, elle monte sa boîte, elle élève ses gosses. Moi, j'adore cette femme. J'ai un gros respect pour cette personne parce qu'en plus, elle est pas tu vois, elle est évidemment dure et ferme, c'est pas le sujet, mais elle n'a aucune. Tu sais, parfois il y a ce rapport un peu entre les femmes où de rivalité. Voilà, pas du tout. Elle est vachement dans la transmission. Elle est là pour donner aux jeunes. Et ça se sent et ça se voit et ça, c'était ouf. Qu'est-ce que t'as le plus reçu comme transmission pendant Top Chef? Bah moi, du coup, on peut le dire maintenant parce qu'officiellement, je suis dans la brigade cachée. Et du coup, Pierre Gagnère, que je connaissais pas, mais qui est une personne... Il a l'air incroyable. Il est incroyable. Ben, en fait, la brigade cachée, c'est un endroit un peu plus doux. Dans le sens où c'est plus petit, on est beaucoup moins nombreux et on est tout seul avec lui, quoi. Il est vachement dans le don, il est vachement dans la cuisine pure aussi. Ce qui est moins le cas dans Top Chef parce qu'il y a le montage, il y a le storytelling, c'est la télé. Plus c'est le show, ouais, plus que la brigade cachée où ils en ont fait une vraie émission de cuisine et où Gagnère, il est là et il parle. Et même, tu vois, Gagnère, c'est un mec, moi, du coup, on a beaucoup parlé, il m'a raconté plein de trucs et le mec, il fait faillite à 45 ans, il se relève, il prend 3 étoiles derrière.
Putain, mais j'avoue, mec, c'est magnifique. Putain, mais moi, le mec, c'est bon, terminé. Ouais, mon respect, il est éternel. Et il est gentil, et il est bienveillant, et il reste hyper curieux, et il s'informe encore aujourd'hui. Et enfin, clairement, c'est quelqu'un qui gagne à être connu. Moi, je l'avais rencontré parce que j'ai vécu à Hong Kong, en fait. Avant d'ouvrir mon resto à Paris, j'ai vécu longtemps à Hong Kong. Il a un 2 étoiles au Mandarin Oriental. Et du coup, il y a son chef là-bas à l'époque, qui était Jean-Denis Laubras, qui l'a d'ailleurs fait venir à Bordeaux maintenant. Et parce que c'est aussi ça, gagner. C'est un mec qui a une équipe fixe depuis très longtemps, qui fidélise les gens, mais parce qu'il est vraiment dans l'humain. Et ça, c'est important. Surtout dans notre métier de gens pas forcément très sympathiques, toujours. Lui, il l'est. Qui est Lise avant Top Chef et qui est Lise après Top Chef? Y a-t-il eu un changement? Je sais pas. Ah, c'est vrai? Bah, je sais pas, moi j'essaye de beaucoup lire, beaucoup apprendre, beaucoup regarder. Moi je fais beaucoup, tu sais, je m'assois beaucoup sur des chaises à regarder les gens passer dans la rue. C'est vrai? Ouais, j'adore. Mais t'as le temps quand? Bah déjà parce que j'ai souvent une demi-heure l'après-midi à ma coupure. Waouh. Chill time. Non mais tu vois, là cet après-midi c'est sûr je vais aller prendre un café et je vais aller. Ça fait partie de mon week-end, il faut qu'à un moment donné je me sois posée et tu sais j'aime bien m'asseoir et regarder le monde. Et je trouve que c'est comme ça qu'on apprend aussi, c'est des autres, tu vois. Enfin, du coup, Top Chef, c'est une pierre à l'édifice de mon apprentissage. Lise, avant Top Chef, c'était une personne à fond, que je reste après. Je pense que ce que Top Chef m'a apporté, c'est des rencontres, un truc qui me manquait pas mal. En fait, avant d'ouvrir mon restaurant rue Saint-Blaise, je vivais à Hong Kong pendant 3 ans et demi, où j'étais chef, pareil, d'un étoilé, etc. Et où la vie allait à 1000 à l'heure. Hong Kong, c'est un pays où on bosse 6 jours sur 7, t'as des jours de vacances par an, work hard, play Combien hard. de jours de vacances? 10. D'accord, ok. C'est trop sympa. Pourquoi t'es allée là-bas du coup? Bah, je suis allée. Waouh. C'était un moment de ma vie où Il y a une rupture là. Ouais. C'était un moment. Tu peux le dire, on est entre nous. Voilà, exactement. Bah, écoute, voilà, j'ai l'âge où on peut assumer ce genre de choses. Tout à fait. nous. Ouais. Gros mal-être. Mais boum, d'un coup, tu vois, tu sais, ce genre de rupture bien sale, bien violente, tu vois. Ah ouais. Bien d'un coup, tu comprends pas, le ciel te tombe sur la tête. Clairement, les Japonais, ils ont un mot pour ça. Ils appellent ça le syndrome du cœur brisé. Ça s'appelle, j'ai oublié le nom, mais Takubutsu ou un truc comme ça. Enfin, j'étais morte à l'intérieur, quoi. Enfin, j'avais plus rien. J'avais plus rien. Et je me dis, ok, soit je meurs, mais en fait, je peux pas mourir tant que mes parents sont vivants. Ça, c'est impossible dans ma tête. Donc, soit je me reprends en main, ok, faut changer d'environnement. Et du coup, je bossais pour Akram à l'époque, et à Paris. Il avait 2 étoiles rue Lauriston, il avait à l'époque un étoilé à Hong Kong, et j'ai dit, ok, moi, il faut que en fait, je dois quitter Paris, absolument. Et j'avais un plan pour aller à Bangkok, pour quelqu'un d'autre, et il me dit, non, mais moi, je veux que tu restes avec moi, machin. Ok, Hong Kong, ça va se libérer, tu pars. Et du coup, je suis partie 2 semaines après, j'étais à Hong Kong. Waouh. Et c'était la meilleure décision de ma vie. Ah ouais. Bah ouais, parce que en fait, je pense que bon, c'est bien, il faut être malheureux, t'es bien malheureux, et puis à un moment, faut toucher le fond, rebondir. Et pour rebondir, si tu restes dans ton... Et c'était horrible, hein. Enfin, franchement, moi, je suis arrivée dans un pays, je parlais pas la langue, franchement, je parlais anglais vite fait. Maintenant, du coup, je parle anglais, ça m'a apporté ça. Je parlais anglais vite fait, t'arrives dans un pays, être une femme à Hong Kong, j'avais 24 ans quand j'arrive. Ils étaient pas du tout chauds, équipe que de Hongkongais. Ils étaient pas du tout chauds pour se faire manager par une meuf de 24 ans. Hein. À aucun moment. Comment t'as fait pour réussir à les... Eh ben... En fait, j'ai séduire, c'est pas du tout le terme. Les 3 premiers mois à Hong Kong, Akram m'avait dit, bon, écoute, de toute façon, faut que tu t'accroches. On est là maintenant, on va faire ça, on va y arriver. Et les 3 premiers mois, j'ai bossé en 7-7. J'étais là tous les jours au resto, tous les jours. Même quand il était fermé. J'avais ça à foutre. Non, mais il était jamais fermé. Ah, il était jamais fermé. Il était pas fermé. À la hongkongaise. C'est Hong Kong. On ferme pas, on fait de la thune. Enfin, en plus, j'arrive dans un monde que je connais pas. Et, par contre, Hong Kong, ça m'a apporté la spiritualité. Moi, j'étais hyper cartésienne, tu vois. Les maths. Le monde, c'est logique, ça se passe comme ça, machin. Tu vois, et à Hong Kong, ils font des trous au 4e étage pour laisser passer les dragons, tu vois. Mais en fait, ça m'a changé, ça m'a ouvert, ça a fait de moi quelqu'un d'autre. Ça m'a vraiment changé. Parce qu'en fait, il y avait que des Hongkongais dans mon équipe, tout. Du coup, bah, au bout d'un moment, je suis devenue amie avec eux, je suis sortie avec eux, mes potes, c'est devenu des gens de Hong Kong et des gens qui ont des choses comme ça à t'apprendre. Et en fait, ils sont hyper spirituels. Le Feng Shui, là-bas, c'est grave important. Et puis, c'est dans la vie, et puis c'est dans le travail aussi. Donc, tu vois, moi, je suis arrivée, ma boss, elle m'a fait lire les lignes de la main. Ah ouais? Pour savoir si ça allait bien se passer ou pas. Enfin, c'est quoi ta relation à ça aujourd'hui? Parce que d'un côté, je trouve que c'est très important pour moi. Mais c'est hyper déterministe. Oui, bah parce qu'il y a une forme d'acceptation de ce qui va t'arriver. Oui, non, mais d'accord, mais c'est pas parce que ta ligne, elle va... Enfin, alors moi, je suis très, très sceptique de tout ça. C'est pas parce que ta ligne va aller à droite. Mais elle m'a dit que ça allait mal se passer. Pourtant, ça s'est trop bien passé. Elle m'a dit, oh là là, ça va être chaud, ta ligne, ça pas du tout... Mais donc elle s'est trompée. Elle s'est pas trompée. Elle a demandé l'avis de cette personne qui était une spécialiste, machin. Et après, on a changé. Du coup, on a changé cette destinée-là ensemble, tu vois. Donc ça sert à quoi de les lire à la base? Il y a une série en ce moment sur le canal qui s'appelle La Fièvre. Et le mec explique que la vérité est protéiforme.
Et il n'y a pas de vérité. Oui, c'est plutôt ça la réponse. C'est que elle est en perpétuelle évolution, la vérité. Je suis pas d'accord avec ça. Donc pour toi, il y a plusieurs vérités. Non, au sens pour moi, où il y a une seule vérité. Ouh là là là. Non, il y a qu'une seule vérité. En fait, il y a la vérité des faits. Tu sais, il y a cette expérience où on fait passer un atome dans une pièce et en fait, il passe dans 2 pièces et en fait, c'est la façon d'expliquer l'accélération. Enfin, bon. Et donc, on peut peut-être se séparer en deux. Mais enfin, moi, personnellement, Lise Devec, je me suis jamais séparée en deux. Enfin, il y a jamais. Peut-être ça va arriver. Je crois pas. Mais non. Après, non, mais parce que la spiritualité, ça t'aide aussi à sortir de toi-même, à sortir de ton quotidien, à sortir des problèmes bassement physiques. Concret. À prendre la vie avec plus de distance et donc peut-être être plus tolérant avec toi-même, être moins dur avec toi-même, être du coup moins dur avec les autres aussi, moins exigeant avec les autres. Et en tout cas, moi, perso, ça m'a vachement aidé à m'adoucir. Je pense que j'étais quelqu'un de très dur, très fort, et je suis devenue beaucoup plus douce, beaucoup plus agréable pour tout le monde. Je rigole parce que tellement douce que t'as continué à faire une épreuve avec la main coupée. Je reste quelqu'un de pugnace. Ouais. C'est ma nature, je crois que c'est ma nature. J'abandonne pas, mais avec de la douceur et avec... je suis moins exigeante parce que tu sais, quand t'es hyper exigeant avec toi-même, parfois tu l'es avec les autres et ça, c'est pas bien. Et du coup, par exemple, non, parce que ça met des pressions et il faut s'adapter. Tout le monde est très différent et il faut de la place pour tout le monde. Oui, mais il faut aussi savoir révéler le meilleur du potentiel de chacun et de chacune. Ouais, mais et ça demande une certaine exigence. C'est ça, mais ça passe pas forcément par... chaque personne est... Moi, j'ai grandi avec une sœur qui est hyper différente de moi. Moi, la pression, je la subis très, très bien. Tu peux me pressuriser pendant longtemps, je tiendrai. Elle, pas. Et ben, en fait, par contre, c'est quelqu'un de bien plus exceptionnel que moi. Et elle se révèle sans qu'on lui mette la pression. Elle se révèle quand on l'enrobe dans une douceur. Et il y a plein de gens comme elle, en fait. Et du coup, il faut apprendre à adapter son management. Enfin, pas forcément, le mot est pas le bon, mais il faut apprendre à adapter son comportement aux personnes que tu as en face de toi. Et ça m'a vachement aidé, je pense. En quoi t'es plus spirituel maintenant ? Qu'est-ce que ça a changé ? Comment est-ce que tu nourris ton âme ? Avec les autres, en fait. Je pense que je suis moins fermée, je suis beaucoup plus ouverte à la personne qui me parle. Je pense qu'avant, il y avait... mais après, c'est la jeunesse aussi. Je pense que l'âge fait aussi, j'ai vieilli. Hein. Enfin, tu vois... Tranquille, t'as 30 ans. Oui, mais c'est vrai que dans la cuisine, vous commencez tellement jeune que bah ouais, et puis tu vois, en fait, entre mes 15 et mes 30 ans, j'ai fait tellement de trucs que, genre, en vrai, ça m'a vachement nourri. Puis j'ai rencontré plein de gens hyper différents qui m'ont forcément mis face à des contradictions ou à des trucs où moi, j'avais des certitudes. Et ils les ont brisées, mes certitudes. Et ça, je pense que c'est ça qui fait grandir, tu vois. Et tu vois, quand tu vois un mec comme Gagnère, qui a 45 ans, remet tout en question et repart, bah, ça veut dire que la vie, elle est très longue et que, en fait, tout ce schéma de briser les certitudes pour reconstruire, briser les certitudes pour reconstruire, etc. Mais en fait, c'est toute la vie. Ouais, c'est ça. Et ça, moi, ça me plaît de ouf. Pourquoi tu reviens à Paris ? Je reviens à Paris parce que... Encore une rupture ? Non. Je reviens à Paris parce que ça, c'était hyper... En fait, au départ, Hong Kong, je pars pour 1 an. Et puis, en fait, j'adore. Je fais plein de rencontres, c'est extraordinaire. Je fais une rencontre aussi. Je construis ma vie. Hong Kong, ça devient ma maison. Et en vrai, j'ai plus envie de partir. Mais... Comme je te l'ai dit, j'ai grandi dans un endroit où moi, j'ai mes amis, c'est mes amis d'enfance depuis toujours. Ma famille, elle est importante pour moi dans ma vie. Et en fait, les gens me manquent. Tout le monde est venu me voir à Hong Kong. En vrai, c'était trop cool, ça. Les gens sont vachement venus me voir. Les gens ont vachement fait l'effort. Et moi, je suis pas beaucoup rentrée, du coup, vu que j'avais pas de vacances. Enfin, je suis rentrée, j'ai eu une nièce formidable, du coup, je suis rentrée pour la voir. Mais bon, tu vois, je suis rentrée 5 jours, j'ai pris l'avion après le service, j'ai repris l'avion, bim, je suis retournée. Enfin, ce genre de vie. Du coup, il me manquait un peu. En fait, je voulais monter une boîte, c'était le moment où je savais que monter mon restaurant, c'était le moment. Et du coup, quand tu montes une entreprise, tu t'enracines un petit peu. Enfin, pas un petit peu. T'es obligé. Enfin, moi, ça fait 5 ans que je vis rue Saint-Blaise. Hein. Quand tu montes une entreprise, tu t'enracines et du coup le choix de l'enracinement était important et après c'est aussi pour des raisons politiques, c'est-à-dire que Hong Kong c'est très capitaliste. Hong Kong il y a pas de sécurité sociale, il y a pas de chômage, il y a les mecs à Hong Kong, il y a des gens très très riches mais il y a des gens très très pauvres. Et ces gens très très pauvres, ils sont absolument pas protégés par la société. Et ces gens très très pauvres, du coup, ils se retrouvent dans ces métiers. Tu vois, moi, ma plongeuse, elle avait 72 ans. Oh. On avait 2 plongeuses, c'est des vieilles dames parce qu'elles ont pas de retraite et parce que si t'as pas ta famille qui te supporte ou qui peut pas tout simplement te supporter, ces gens-là ils bossent. Et puis en fait t'as pas le choix si tu veux monter un resto là-bas, en fait vu que les charges sont telles, t'as des loyers de dingue parce que Hong Kong c'est la plus grosse bulle immobilière dans le monde. Quand je suis arrivée j'avais un petit appart, j'étais logée par le resto et je crois que c'était un truc comme 1 700 € pour 20 mètres carrés, tu vois. Putain. Ouais.
Mais ça coïncide pas avec le moment où ils sont arrivés à terme Et bah justement, moi je suis partie aussi parce que du coup, monter une entreprise dans ces conditions sociales-là, j'accorde beaucoup d'importance à l'aspect social dans ma boîte, tu vois. Enfin, genre, j'essaie vraiment on fait plus 5 coupures à l'ancienne, les gens sont... Il y a moins de gens, mais ils sont très bien payés. Enfin, tu vois, genre, vraiment, je fais attention à ça, enfin, vraiment, au maximum. Après, j'ai fait plein d'erreurs, hein, c'est pas le sujet, mais j'essaye vraiment d'être bonne dans le sens pur du sens bonne. Et à Hong Kong, après, bah, en fait, moi, je pars en 2018. Il y a les protestes, on sent que la Chine, il y a la loi de... En fait, en 97, il y a la rétrocession à la Chine. L'Angleterre cède Hong Kong à la Chine et signe un espèce de deal de 50 ans, un État, 2 gouvernements. C'est fou quand on y pense. Ouais. Sauf que la Chine avait du coup dit « Ok, jusqu'en 2047, on ne touchera pas à votre gouvernement, vous resterez un endroit indépendant. » Sachant que Hong Kong est une terre de liberté au moment où moi j'y suis. Par exemple, l'homosexualité n'est pas acceptée en Chine, elle l'est à Hong Kong. Donc il y a beaucoup... Tu vois, il y a encore la politique de l'enfant unique en Chine. Donc les gens qui ont eu 2 enfants, ils peuvent venir à Hong Kong élever leurs 2 enfants dans la dignité, en les mettant à l'école. Parce que tu n'as pas le droit d'inscrire 2 enfants à l'école à ce moment-là en Chine, tu vois. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça. Et du coup, la loi d'extradition est en projet. Et la loi d'extradition, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si tu fais une connerie à Hong Kong, on t'envoie dans une prison en Chine, donc c'est-à-dire on te perd quelque part. On ne te reverra plus jamais, en fait. Enfin, et du coup, c'est plus une démocratie, c'est plus un territoire de liberté. D'ailleurs, ils envoient les chars. Enfin, je sais pas si tu te souviens, mais putain, il y a des mecs qui tirent à l'arc dans la rue parce qu'à Hong Kong, il y a pas d'armes, c'est un endroit ultra safe. Il y a des répressions de manifestations. Moi, quand j'étais à Hong Kong, je te jure, t'oublies ton iPhone par terre, tu reviens le lendemain, il est là. C'est vraiment il y a ça dans cette société-là, parce que après c'est une société qui a été construite sur le deal. Hong Kong, qu'est-ce que c'est ? C'est une île qui a été prise par les Anglais au moment où il y a la guerre de l'opium avec la Chine. C'est à l'entrée de la rivière des Perles, et c'est là qu'ils viennent déposer. Et en fait, ok, ils peuvent plus rentrer l'opium en Chine, donc ils se posent tout là. Et à Hong Kong, c'est quand même le seul ville du monde où t'as des rues qui portent le nom de dealer, quoi. Mais parce que c'est une ville qui a été construite sur la drogue, et c'est une ville qui est tenue par 7 grandes familles, les tycoons. Bon. C'est bien, c'est mal, c'est très moyenâgeux finalement. Ouais. Et en même temps, tout ça dans un monde de modernité. Quand tu vois la skyline de Hong Kong, enfin, c'est un endroit de ouf. Il y a un roman à écrire. Où se croisent, ouais, voilà. Mais il y a eu plein de romans. Je peux t'en donner. Il y a eu plein de romans de J'adore. Ouf. Ouais, il y avait ces romans d'été, la plage, là, tu vas être. Ouais, il y a plein de romans. Moi, c'est pour ça que j'ai adoré aussi. C'est parce que, tu vois, la nuit, tous les chats sont gris. Hong Kong, c'est ce genre de truc où il se passe 1000 trucs tout le temps. Il y a beaucoup de gens qui se croisent, de plein de. Tu vois, déjà, il y a le monde entier qui s'y croise. C'est un hub. Et ensuite, il y a aussi le monde social entier qui s'y croise. Et les pauvres côtoient les riches, et etc. Enfin, c'est très intéressant. Et du coup, il y a cette loi d'extradition qui passe en 2019, malgré tout, à la force. Et en parallèle de ça, ils parlent cantonais à Hong Kong. C'est pas le mandarin de Pékin. Bah maintenant, à l'école, ils parlent mandarin. Imagine en France si on faisait parler aux petits-enfants une autre langue que le français. On a failli le vivre. Personne n'était satisfait de cette situation. Voilà, enfin, c'est horrible ce qui s'y passe en vrai. C'est une dictature, quoi. C'est horrible ce qui s'y passe actuellement. Et ils se battent encore, et je souhaite qu'ils réussissent, mais c'est difficile. Enfin, c'est vraiment là, on leur enlève la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ouais, tout à fait. Enfin, c'est une forme de colonialisme 2.0. Ouais, tout simplement. Et parce que la Chine dit oui, mais c'est la Chine, Hong Kong. C'est pas vrai. Bah non. Hong Kong, avant, quand les Anglais arrivent, il y a 300 pêcheurs et c'est tout. Ça a jamais été la Chine. Les gens qui ont mon âge aujourd'hui à Hong Kong, ils sont nés avec un passeport anglais. Hein. Et on leur dit maintenant, t'es chinois. Et cette expérience, quand même, de découverte, de renouveau, ça t'a pas donné envie d'aller ailleurs, l'expérimenter ? Bah, moi, à ce moment-là, j'allais expérimenter quelque chose qui était de monter une entreprise, chose que j'avais jamais fait. Monter un restaurant, chose que j'avais jamais fait. Du coup, je voulais mettre un peu toutes les chances de mon côté, au moins en étant dans un système que je connais, la France. Alors après, j'ai découvert le système administratif français. Et bon... C'est de joie. Ouais. Après, est-ce que je vais pas garder ? De toute façon, c'est un petit resto qui est trop cool, mais je le garderai pas toute ma vie. C'est un truc, c'est un passage dans mon existence qui est trop bien, qui a permis aussi de rencontrer une clientèle, de rencontrer des gens, de faire une cuisine. C'est quel type de cuisine ? Parce que j'irai, moi, c'est sûr. Donc, c'est une cuisine de produits. On fait des menus à l'aveugle. Il porte le nom de la ferme de ma grand-mère. Il s'appelle Sadarnak. Okay. Et donc, du coup, on est vachement à fond sur le sourcing, sur bosser en direct avec les producteurs. C'est frais, ça change tous les jours. Et c'est plutôt, on y va entre équipes, entre amis, pour un date. Franchement, il y a tout. Il y a tout. Les gens se croisent. J'ai voulu ça, que ce soit un endroit, et je me suis mis dans un quartier populaire, dans le 20e arrondissement de Paris, exprès pour faire une mixité forcée. Enfin, parce qu'évidemment, on a été du coup dans les guides, etc., le guide rouge, etc. Et du coup, il y a une clientèle étrangère qui vient, qui croise. Tu vois, moi, dans la rue Saint-Blaise, c'est une rue où 65% des logements, c'est des logements sociaux. Du coup, voilà, c'est un peu populaire, c'est trop cool. Ça croise les gens qui vont dans les étoilés d'habitude, ils viennent là, ils croisent ces gens-là. Enfin, moi, j'adore. Enfin, c'est ce que je voulais, un truc où tout est possible, quoi. Et on a une terrasse sur rue piétonne. Ah, c'est important de le préciser. J'ai pas fait exprès en cherchant le local, mais waouh, quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est bon, c'est là. Alors, on va terminer par 2 petites épreuves.
Alors, le petit questionnaire de Proust. Un plat qui te rappelle ton enfance. Pain de poulet. Tu sais, on a plein de volailles à la ferme, mais pas, on allait à Sadarnac, enfin à Uzerche, en Corrèze, waouh, cet endroit que personne ne connaît. Et on ramenait beaucoup de volailles, et tu sais, on gardait au congèle et on cuisinait, machin. Et quand ils cuisinaient des volailles entières ou des canards ou des poulets, machin, ils mettaient tout le temps, ils gardaient le vieux pain. Mes parents, ils sont vachement dans l'anti-gaspi, tu vois. C'est des paysans, quoi. La terre, on gâche pas. Et du coup, ils mettaient du pain qui frottait à l'ail dans le poulet. Et tu sais, ça cuit, et le jus du poulet, il coule dans le pain. Avec ma sœur, c'était la guerre, ça. Incroyable. Ça, c'est meilleure recette. Ça, c'est recette anti-gaspi. Okay. Les gars, tout votre vieux pain, vous le mettez dans le cul de votre poulet quand vous le cuisez. Ça, c'est extraordinaire. Tu cuisines quoi pour un date? Ouais, je fais pas ce genre de choses, moi. Ok. Bah, tu manges pas. L'aliment que tu détestes? La betterave. Je déteste. Okay. Mais vraiment. Sous toutes ses formes. Ouais, en plus, j'ai bossé longtemps pour Akram qui adore la betterave. On devait faire beaucoup de choses à la betterave. C'était pugnacité. Pugnacité, tu l'entretiens tout le temps. Ton plat de la flemme? Mais en fait, je fais pas beaucoup à manger chez moi. Donc, mon plat de la flemme, c'est le jeûne. Bah, t'as le droit, hein. Ouais, quand j'ai pas envie. Ouais, tant pis. Non, pain beurre. En vrai, moi, je me nourris exclusivement de pain beurre. Bah, en fait, il y a une boulangerie en bas de chez moi. Bam, baguette, grille-pain, beurre. Ah, j'avoue. Pain c'est beurre. tellement la vie. Ouais. Moi, je sais pas comment font les autres pays, hein, honnêtement. Et ben, ça, tu vois, à Hong Kong, j'ai fait un genre de dépression culinaire. Ah, bah, tu m'étonnes. Il y avait pas de bon pain. Moi, je crois qu'à Berkeley, je l'ai fait aussi. Ça a C'est dur, participé hein. à ma dépression globale. C'est dur. Non, mais tu vois, c'est au bout d'un moment, tu as envie de manger ça, t'as envie mais de. En fait, c'est au-delà des papilles. Ça te rappelle, ça te ramène à quelque chose d'une espèce de nostalgie dont t'as besoin, quoi. Ouais, et puis le pain, en fait, depuis qu'on est petit, le premier truc qu'on donne aux gosses qui ont des dents, c'est du pain, quoi. De la ouais. Un plat sous-côté. Millefeuille. Un pays où tu rêves d'aller pour manger. Pékin. C'est pas un pays, c'est une ville, mais tu sais, quand j'avais un visa pour Hong Kong, on n'avait pas le droit d'aller en Chine. Et du coup, tout le monde parlait de Pékin, la cuisine. Moi, je connais que la cuisine du sud de la Chine, du coup, tu vois, tout l'aspect cantonais. Et Pékin, ça a l'air extraordinaire. Les gens, parce que du coup, il y avait vachement de gens qui voyageaient, qui revenaient, qui racontaient. Pékin, faut que j'aille à Pékin dans ma vie. Faut absolument que j'aille à Pékin. Une adresse food incontournable pour toi? Samsen, Hong Kong. C'est un Thai noodle soup, c'était ma cantine. C'est un Anglais qui a vécu longtemps à Bangkok, qui a ouvert ce truc-là à Hong Kong. Samsen. Si un jour vous allez à Hong Kong, il faut aller chez Samsen. Si tu ne cuisinais pas, tu ferais quoi? Ouais, je ferais plein de choses. Peut-être que j'aimerais bien être prof de maths un jour quand même. J'ai encore le niveau, je pense, pour être prof de maths au collège. Et j'apporterais un dynamisme, un truc. J'aimerais bien être un peu avec les enfants à un moment donné. Okay. Avec la jeunesse pure, quoi. J'adore, j'ai hâte de voir ce que ça donnera en termes de je pense que je pense que c'est hyper fatigant comme métier, mais je pense que 10 ans, je pourrais faire ça un truc, tu vois, j'allais dire en fin de vie, mais en fin de carrière. Genre, tu vois, quand je serais un peu fatiguée physiquement, machin, genre, j'aimerais bien être dans la transmission. Et je trouve que les maths, ça fait passer plein de messages, plein de trucs cool, plein de logique et tout. Genre, j'aimerais bien peut-être. Ton meilleur souvenir dans Top Chef? J'ai fait une épreuve avec Brian. Et je le connaissais pas du tout. Et quand je suis arrivée, du coup, j'avais que l'image un peu de Brian, un peu violente. Enfin, pas violente, c'est pas le mot, mais je me disais, oulala. Impressionnante. Voilà, et je me disais, c'est pas trop ma cam et tout. On a fait l'épreuve ensemble, cette personne est formidable. Et je suis ressortie de l'épreuve en lui disant, mec, putain, franchement, je suis désolée parce que tu vois, j'avais un a priori négatif alors que t'es formidable. Et ça m'a fait trop de bien, tu vois, genre d'être encore surprise par quelqu'un comme ça. C'est beau, c'est une belle leçon. Ouais, Brian. Un ou une chef qui t'inspire? Bah, moi, Stéphanie Lequelec, c'est un peu une lumière dans la nuit, quoi. Et enfin, ton style de cuisine en 3 mots? Produit, sauce et... plaisir. Très bien, c'est accepté. Ouais. On va te faire la dernière petite épreuve. Tu vas devoir faire mieux que Justine Piluso, qui pour l'instant est à la tête. Détient, parce que comme je le dis, en fait, que vous ayez gagné Top Chef ou pas, on remet les compteurs à zéro. Vous avez la possibilité de gagner l'épreuve In Power Top Chef, ce qui est... certains diraient encore plus louable. Bien sûr. Parce que c'est un compte à rebours, c'est un chrono où je vais te bander les yeux. Enfin, tu dois deviner le plus vite possible le nom du snack de ton enfance qu'on a préparé pour toi. Je montre à la caméra ce qu'on va te faire goûter, qui est quand même, franchement, un classique. Attends, j'ai trop... franchement, à l'odeur, tu peux la voir. T'es prête? 3, 2, 1... c'est un petit cake. Il y a du fruit ou pas? Ah, c'est le truc au chocolat, Napoli... ouais. Marbré, là. Napolitano, je sais plus comment ça s'appelle. Tu l'as Ah, je sais pas, j'ai oublié le nom. Donne des synonymes. Tu es presque. Attends, non, j'ai oublié le nom. Mais tu l'as dit presque. Non, mais c'est pas Fais-le Napolitano. Fais-le à la française. Naples. Non. Non mais Napolitano, tu dirais quoi en français? Je dirais... Mais je ne sais pas. mais je mangeais pas du tout ça. Franchement, t'es tout prêt. Hein. Ah, j'ai perdu. Non, mais c'est pas grave. Mais moi, j'ai l'habitude de perdre, t'inquiète. C'est pas grave. C'est napolitain. Ah oui. Ah ouais, napolitain. Mais franchement, tu l'avais. Hein. Moi, j'aimais pas trop. T'aimais bien ça, toi? Non.
Non, on a décidé de te faire bouffer un truc dégueulasse. Non, j'avoue, moi j'étais pas fan, mais tu sais, on commence à en avoir fait pas mal, alors il faut qu'on trouve de tout. Hein. Bon bah écoute, c'est pas grave, comme on dit, l'important c'est de participer. Moi, l'échec, je sors d'un, je retourne direct. Mais merci Lise, franchement, c'était hyper chouette. J'ai passé un très bon moment. Moi aussi. Pour les personnes qui veulent en savoir plus sur toi, qui veulent te suivre et aller goûter ta cuisine, où est-ce que tu veux qu'on les redirige ? Au restaurant Saint-Darnac. J'y suis. Au restaurant Saint-Darnac. H24. 17 rue Blaise. 17 rue Saint-Blaise. Saint-Blaise, dans le 20e. Ouais, voilà. Et sinon, t'as un compte Insta maintenant ou pas du tout ? Bien sûr, je me suis fait un compte Insta, sache-le. Waouh. Et oui. Bah, on ira de follow. Et j'ai même un compte Insta à mon nom. Waouh. Lise Devex. Lise Devex, je mettrai ça dans les notes. Merci Lise, C'était une à très aventure. vite. Merci.